Bonjour, bonsoir les amis Gilets jaunes. Savez-vous pourquoi Jean Moulin est un personnage exemplaire? Eh ben, c'est simplement parce que c'est un préfet qui décide de désobéir, qui décide de résister, qui décide de démissionner, qui quitte sa zone de confort pour rejoindre la résistance. Et c'est ce qu'on attend peut-être, bon, on va pas l'attendre du préfet allemand quand même, mais on pourrait l'attendre de certains préfets qui prendraient conscience de la réalité de cette dictature, au moins sanitaire. Est-ce qu'il collabore ou est-ce qu'il résiste? Donc, bon, il faut savoir que par ailleurs, Jean Moulin a été livré par les milices françaises, hein, les, les- les brigades des anges gardiens de l'époque. Il a été livré aux nazis, ils l'ont torturé et exécuté. Euh, bon voilà, donc c'est alors vraiment cette thématique de la résistance est importante. Il faut bien comprendre également quelque chose. Euh, Tu peux être un résistant ou un groupe de résistants à visage découvert. Par exemple ma pomme ou je sais pas, même les constituants ou d'autres. Et c'est une façon de faire. Là, c'est plutôt de la résistance politique. Maintenant, ceux qui veulent faire de la résistance active, hein, par exemple les groupes qui attaquent les radars, tu penses bien qu'ils ne font pas voilà, des vidéos pour expliquer comment ils vont s'y prendre. Hein. Ils sont dans une vraie clandestinité au moment de leurs actions. Et cette notion est importante au niveau national pour que des petits groupes réellement clandestins s'organisent. La première des choses, donc la première des notions de la clandestinité, évidemment, c'est d'avoir une couverture. Par exemple, il y en a eu aussi des cas dans la résistance, des maires de petits villages faisaient leur fonction de maire et même discuter avec la préfecture, discuter avec les Allemands, etc. Parce que c'était leur responsabilité de premier magistrat du village ou de la ville. Mais ensuite, le soir, ils entraient dans la clandestinité. Ils apportaient du renseignement, évidemment, et puis certains faisaient même des coups. Mais ils avaient une couverture. Ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, si tu te mets en résistant gilet jaune de manière publique, tu n'as pas de couverture. Si jamais il y a un coup dans ton village, c'est toi qu'on va aller voir. Donc tu n'es pas obligé, quand tu rentres dans la clandestinité populaire, tu n'es pas obligé d'être gilet jaune, entre guillemets, toi, de t'afficher. Je pense que justement, le gilet jaune, c'est bon, bah, l'expression des invisibles pour être vu. Mais là, pour le coup, il faut bien sûr rejoindre l'invisibilité. Et bon, ça, voilà, il y a plusieurs façons de résister. Donc je te dis, voilà, c'est cette manière, ou bien je crois beaucoup à cette notion de brigade jaune, c'est-à-dire de petits groupes de gens en relation qui donnent leurs coordonnées à tous les habitants du village en leur disant attention, si jamais vous avez une brigade des cerbères là, de l'État, les chiens de l'enfer et non pas les anges gardiens, si vous avez une brigade des chiens de l'enfer qui vient vous voir, appelez-nous et on déboule. Hein, mais ici, s'ils veulent vous retirer le gamin, appelez-nous et on déboule. Ça, c'est fondamental, les amis, ça doit s'organiser au maximum. Ce n'est pas normal, cette situation, ce qu'ils essayent de nous organiser, là, de séparation des familles, en s'appuyant sur des tests foireux au Covid-19, ce n'est pas possible. Donc, petit 1, justement, à titre de couverture, vous pouvez intégrer ces brigades de chiens de l'enfer, intégrer ces brigades sanitaires là, de l'État pour justement avoir quelque part une bonne couverture et pour aller chercher du renseignement à l'intérieur, pour témoigner de ce qui va se passer à l'intérieur. Ça aussi, c'est de la résistance. Mais dans ce cas-là, tu vois, tu ne dois pas dire évidemment que tu es gilet jaune. Hein, parce que sinon, on ne va pas te prendre, on va se méfier de toi. Donc il faut que tu adaptes même ton discours et que tu sois comme si tu étais quelqu'un qui regarde BFM TV et qui a peur du Covid-19. Ça aussi, c'est de la résistance, rechercher de l'information.
Bon, je pense qu'aussi, alors d'un point de vue purement, là, il faut mettre de la pression évidemment sur la 5G, puisque de mon point de vue, la vraie crise sanitaire qui arrive, la fameuse deuxième vague, c'est la mise en route de la 5G. Donc vous savez que le gouvernement avait fait un décret pendant le confinement pour autoriser les installateurs et les fournisseurs d'Internet à installer leurs antennes où ils voulaient, sans même l'accord des mairies. Alors que normalement, quand tu es dans un village, voilà, dans une municipalité, tu es, on va dire, souverain sur quelques décisions, et entre autres, on n'a pas le droit de venir installer n'importe quoi sur ta commune sans demander l'autorisation, évidemment. Là, pendant la période de confinement, ils ont eu le droit d'installer toutes leurs antennes sans autorisation. Maintenant, en tant que citoyens, et que le déconfinement est terminé, etc., nous devons interpeller nos maires pour leur demander où sont ces antennes. Parce que les installateurs sont obligés de rendre compte malgré tout, de dire où est-ce qu'ils ont installé, qu'est-ce qu'ils ont installé pendant la période de confinement et où. Donc il va falloir aller voir les maires. Le mieux, c'est d'aller les voir en visu, hein, demander un rendez-vous et aller les voir pour leur demander, petit 1, où sont ces antennes, où est-ce qu'elles ont été installées, et pour les informer, pour leur demander leur position sur la dangerosité de la 5G. Il y a énormément de villes, dont Bruxelles, c'est pas rien, des villes en Hollande, je crois des cantons en Suisse, qui, sur ce principe de la dangerosité de la 5G, l'ont refusé. Donc là, il y a ce gros travail à faire, les amis. Ça, tu vois, c'est de la résistance citoyenne. Là, tu n'as pas besoin de couverture. Tu vas en tant que citoyen et tu interroges le maire sur cette histoire. Il faut repérer vraiment toutes ces antennes et, bon, bah, voilà, et lutter contre la dangerosité de cette technologie. Bon, sinon, quoi dire d'autre? Bon, bah, samedi, demain, donc il n'y a pas apparemment. Alors, hein, moi, je ne suis pas omniprésent, je ne vois pas tout. Euh, sur Internet, mais je pense qu'il n'y a pas d'appel sur Paris. Par exemple, il y a eu un appel, une déclaration de manifestation sur Toulouse, mais elle a été évidemment interdite. Et évidemment, ben justement, il n'y a pas d'appel parce que on sait que c'est interdit. Et donc, faire un appel à une manifestation interdite, c'est une grande responsabilité qui peut t'emmener en prison. Donc, personne n'a vraiment envie de jouer à ça, tu vois. Et donc, on se retrouve dans cette situation où la démocratie n'existe plus. En tout cas, ce contre-pouvoir populaire de la manifestation est interdit. C'était quasiment le seul contre-pouvoir dont on disposait. Et donc, il va falloir... bon, je sais et je sens, hein, j'entends par contre que tout le monde a envie de sortir. Donc ça risque effectivement de se transformer en méga manifestation puzzle au niveau national. On va voir ce que ça va donner. Je pense qu'à Paris, il va y avoir des espèces de... peut-être de rassemblements naturels sur des lieux symboliques. Les Champs-Élysées, par exemple. Place de la République, certains... Tu vois, bon, il y a des rendez-vous, des anciens lieux de rendez-vous qui peuvent être, entre guillemets, réactivés. On verra bien. En tout cas, bon, bah, les amis, faites attention. Pacifique et bienveillant. Il faut essayer de communiquer avec la population qui, elle, est toujours subjuguée et en état de sidération par rapport à tout ce qui vient d'arriver. Je crois que c'est ça qui est important de montrer, en tout cas même pour Paris, hein, je parle de ce que je peux faire. Il faut montrer qu'il n'y a pas de fatalité dans tout ce délire et qu'il y a énormément de mensonges, énormément de dangers sur la question de la démocratie, et ces histoires de vaccins, et ces histoires d'école, et ces histoires de 5G. On a un gros travail à faire. Et après, ben, effectivement, montrer non seulement à la population, mais au gouvernement que les gilets jaunes sont là. Hein, on a commencé le 11. Et ben là, écoute, maintenant, on va mettre la deuxième couche qui devrait être un peu plus importante que pour le 11, puisque là, on est samedi, j'en ai dit, il y a toute une série de gens qui ne travaillent pas.
je conclus vraiment en me reposant la question et j'aimerais que ça arrive aux oreilles de tous. Effectivement, on a, par tradition, j'ai l'impression, je pourrais dire, on manifeste le samedi. Très bien. Euh, Maintenant, effectivement, le problème de la manifestation du samedi, c'est que, il nous manque la moitié des travailleurs, puisque la plupart des travailleurs maintenant travaillent également le samedi, et enfin beaucoup en tout cas dans le privé. Et donc ça, voilà, c'est dommage, on se coupe de la moitié quelque part du potentiel de Gilets jaunes en travaillant le samedi, en manifestant le samedi, et non pas le dimanche. Et le dimanche, c'est pareil, le dimanche, là tout d'un coup, tu as beaucoup plus tu as quasiment 100%, à part certains ouvriers du privé, maintenant employés du privé qui travaillent le dimanche dans les commerces, mais sinon tu as quasiment 100% du potentiel français qui peut faire quelque chose le dimanche, manifester le dimanche. Et tu vois, parce que le samedi, c'est la bagarre. Voilà, il faut se bagarrer dans ce système maintenant pour survivre pour beaucoup de gens. Et ces gens-là qui sont potentiellement gilets jaunes, peut-être qu'ils peuvent sortir que le dimanche. Petit 2, donc ça occupera un peu plus le préfet allemand et la police parce qu'il faudra les faire sortir le dimanche. Hein, donc on continuera de tirer sur la corde. Et bon, bah voilà, moi, je pense qu'il y a plusieurs bonnes raisons de basculer du samedi au dimanche. Et on peut même aller pousser plus loin dans l'idée du complotisme, tu sais, où on dit qu'il se peut que les gilets jaunes aient été manipulés dès le départ. Et de fait, peut-être, hein, c'est très difficile. Bon, moi, je pense effectivement qu'il y a eu une tentative de manipulation, mais qu'il y a eu une perte de contrôle, on va dire, du mouvement. Et peut-être qu'effectivement, nous faire manifester le samedi, c'est-à-dire bloquer plein d'activités commerciales, les marchés, les petits cafés, etc., machin, il y a toutes sortes de choses qu'on bloque en manifestant le samedi. Ce qui fait qu'il y a une partie de la population qui ne nous apprécie pas. Alors que si on passait, si tu veux, du samedi au dimanche, il y a énormément de petits commerces qui sont fermés le dimanche, qu'on ne dérangera pas. Et ce n'est pas l'objectif des manifestations de déranger les petits commerçants, on est d'accord. Donc, enfin voilà, pour moi, je pense qu'il y a plein de vertus, parce que même à Toulouse, ce sont les commerçants qui demandent à annuler la manifestation du samedi des Gilets jaunes, parce qu'ils n'en peuvent plus. Les commerçants, ils sont tout pris dans la gueule, les pauvres. Et peut-être que les Gilets jaunes devraient écouter le petit commerçant et dire en effet, nous comprenons et nous sommes conscients de la crise économique et sociale, donc nous allons maintenant déclarer le dimanche. Et nous vous invitons à nous rejoindre contre ce gouvernement, etc. Et là, tu fais un petit peu de data. Bon, les amis, on lâche rien. Vive Jean Moulin. Merci à Jean Moulin qui nous a montré la voie. Et à très bientôt. Salut.